Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Léla. J'ai 31 ans. Et la nuit où tout a basculé. J'étais assis à une table qui n'était pas la mienne. Entouré de gens qui avaient décidé, bien avant l'arrivée des amuse-gueules, que je n'avais pas ma place là. Je me souviens précisément du moment où c'est arrivé. Non pas parce que c'était dramatique. Non pas parce que quelqu'un a élevé la voix. Mais à cause du silence qui a suivi. Ce silence si particulier qui s'installe dans une pièce après qu'une personne a dit une chose cruelle et que tout le monde décide. Collectivement. De faire comme si de rien n'était sauf que si. Absolument tout le monde avait entendu. Il s'appelait Marcus. Le frère aîné de mon petit ami de l'époque. Le genre d'homme qui arbore sa confiance en lui comme une veste sur mesure. Toujours tiré à 4 épingles. Toujours bien en vue. Toujours un peu trop bruyant dans les endroits où il se doute qu'on pourrait lui poser des questions. Nous étions doux, autour d'une longue table en chêne chez ses parents. Un dîner de famille, disait-il. Un dîner de bienvenue, avait dit sa mère au téléphone. Pour moi. Les bougies étaient allumées. Le vin était servi. Sa mère avait préparé son fameux agneau. Et toute la maison embaumait le romarin et une odeur indéfinissable. Une odeur chaleureuse. J'avais mis une robe verte. J'avais apporté des fleurs, des pivoines blanches, car j'avais lu quelque part qu'on offre des fleurs. Et non du vin. Pour faire une impression sincère. Je les ai posées sur le comptoir à mon arrivée. Sa mère a souri. A dit qu'ils étaient ravissants. Et les a mis dans un vase dans le couloir où personne ne les verrait pour le reste de la soirée. C'était le premier signe. Je ne l'ai pas remarqué sur le moment. J'étais assise au bout de la table. À côté de sa cousine, une femme discrète nommée Dina, qui a passé la majeure partie du repas, les yeux rivés sur son téléphone et en face de Marcus. Qui, lui, m'a dévisagé pendant tout le repas. Non pas comme on regarde quelqu'un qu'on essaie de comprendre, mais comme on regarde quelque chose qu'on a déjà jugé indigne de soi. Tout en continuant d'observer pour s'en conforter dans cette idée. La conversation se déroulait comme le font les conversations de famille. Avec aisance, familiarité, un langage codé qui me manquait. De vieilles blagues que je ne connaissais pas. Des allusions à des étés que je n'avais pas vécus. Je souriais quand cela semblait approprié. Je posais des questions. J'écoutais plus que je ne parlais. Ce qui, j'ai toujours pensé, est la attitude la plus judicieuse lorsqu'on est dans une situation nouvelle. Puis Marcus éclaircit la gorge. Il prit son verre de vin. Le fit légèrement tourner dans sa main, comme on le fait quand on veut que l'on remarque qu'on va prendre la parole, et me regarda droit dans les yeux. Alors Léla, dit-il. Mon frère nous dit que tu travailles dans, comment ça s'appelait déjà? Coordination d'événements. J'ai dit oui. Je lui ai expliqué que je dirigeais une entreprise événementielle de taille moyenne. Principalement des événements d'entreprise. Et quelques événements privés. Nous avions 12 employés à temps plein. Il hocha la tête comme on hoche la tête quand on n'écoute pas. Attendant simplement son tour pour répondre. C'est gentil, dit-il. La table n'a pas ri. Mais elle ne l'a pas corrigé non plus. D'où? J'ai pris ma fourchette. Je l'ai posée délicatement. Je l'ai regardée et j'ai dit. Merci. Car parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse dire est celle qui ne révèle rien. Et il poursuivit. Il parla de son propre travail, la banque d'investissement, qu'il mentionna 4 fois au cours de la soirée et, entre le plat principal et le dessert, il dit une chose à laquelle je repense parfois. Même aujourd'hui. Non pas parce qu'elle m'a blessé, mais parce qu'il s'était complètement trompé. Il expliquait une affaire qu'il avait conclue. Un chiffre censé impressionner. Et il a fait un geste vers moi. Comme on désigne un support visuel. Et il a dit à son frère. Pas à moi. Même si j'étais assis juste là, ça doit être bien pour elle. Honnêtement. Peu d'enjeux. Peu de pression. Personne ne compte sur toi pour quoi que ce soit de concret. Le silence se fit à table. Et puis sa mère a commencé à parler de dessert. C'est ce qui m'a marqué. Pas les paroles de Marcus, mais la façon dont la table a continué de tourner. Le silence de mon petit ami.
David, dont je tenais la main sous la table. Le regard que Dina a levé des yeux de son téléphone pendant 3 secondes à peine, avant de les baisser à nouveau. Enjeu faible. Personne ne dépend de toi pour quoi que ce soit de concret. J'ai médité sur cela pendant le reste du repas. Non pas avec colère, je tiens à le préciser. La colère ne m'a jamais particulièrement intéressée. Elle est épuisante. Elle coûte plus qu'elle ne rapporte. Ce qui m'a imprégné, c'était quelque chose de plus paisible. Quelque chose qui ressemblait davantage à de la reconnaissance. J'ai compris ce qui se passait. J'ai compris dans quel genre de pièce je me trouvais. Et j'ai compris, pour la première fois, la forme que prendrait une décision que je n'avais pas anticipée. Avant de vous raconter la suite, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà été dans une pièce où quelqu'un vous a réduit à une seule phrase? Où toutes vos années de travail, toute votre complexité, se sont effondrées dans la bouche d'un inconnu en quelque chose de petit et de méprisable? Où vous avez senti la table se tourner non pas violemment, mais doucement, comme une porte qui se ferme et où personne n'a pensé à la retenir. Si vous l'avez fait, vous savez déjà ce que je vais décrire. Si vous ne l'avez pas encore fait, restez avec moi. Car ce que j'ai fait ensuite n'était pas à proprement parler une question de vengeance. Il s'agissait de clarté. Il s'agissait de décider enfin de laisser la vérité s'exprimer pleinement. Voici ce que Marcu et la plupart des personnes présentes à table pensaient de moi ce soir-là. Que j'étais la petite amie de David. Autrement dit, un accessoire. Que j'étais jeune, donc inexpérimentée. Que je travaillais dans l'événementiel. Ce qui, dans son vocabulaire, désignait une personne chargée de composer des bouquets, de confirmer les commandes de traiteurs et d'envoyer des courriels enjoués concernant les restrictions alimentaires. Il avait bâti, le temps d'un dîner, une fiction complète et irréfutable. Et le plus étonnant, c'était l'assurance avec laquelle il l'avait fait. Comme le font ceux qui n'ont jamais eu de graves erreurs, ou du moins qui n'en ont jamais subi les conséquences. Voici ce qui était réellement vrai. J'avais créé ma société, Meridian Events, à 24 ans, avec 11 000 $ d'économie, un ordinateur portable et un carnet d'adresses constitué en 2 ans d'expérience professionnelle. 7 ans plus tard, lorsque je me suis retrouvée à cette table, Meridian avait organisé des événements d'entreprise pour 4 sociétés du Fortune 500. Notre plus gros contrat, un sommet de 3 jours pour les dirigeants d'une marque pharmaceutique internationale, disposait d'un budget de production de 2,3 millions de $. Nous avions remporté 2 prix du secteur. J'avais été invitée à prendre la parole lors d'une conférence à Amsterdam au printemps suivant. Je n'ai rien dit de tout cela pendant le dîner. Non pas par honte, ni par fausse modestie, mais parce qu'après des années d'observation des rouages du pouvoir, j'ai appris que ceux qui mettent en avant leur diplôme sont généralement ceux qui ressentent le besoin de faire leurs preuves. Je n'avais rien à prouver à Marcu. Pas encore. Ce que je veux que vous compreniez à propos des années précédant ce dîner, c'est que ce n'était pas la première fois. Marcu n'était que la dernière manifestation d'un schéma dans lequel j'avais vécu pendant la majeure partie de ma vie adulte. Un schéma qui avait commencé bien plus tôt, dans des contextes bien plus intimes, avec des renvois bien plus discrets. Mon père était un homme qui considérait la compétence comme une qualité masculine par nature. Non pas par cruauté, il ne l'était pas particulièrement, mais parce qu'il avait grandi dans un monde qui avait sans cesse conforté cette croyance, sans que personne ne l'ait jamais incité à la remettre en question. Il était ingénieur civil. Précis, méthodique, fier. Quand, à 17 ans, je lui ai annoncé mon désir d'étudier le commerce, il m'a répondu « C'est un bon passe-temps ». Quand je lui ai dit vouloir créer ma propre entreprise, il m'a conseillé « Tu devrais d'abord trouver un bon associé ». Il entendait par là un mari. Il entendait par là quelqu'un qui porterait le poids de la véritable ambition, tandis que je me tiendrais à ses côtés. Je n'ai pas trouvé de mari en premier. J'ai trouvé un plan d'affaires. J'ai trouvé une mentor, une femme nommée Constance,
qui dirigeait une entreprise de logistique et possédait l'esprit le plus organisé que j'ai jamais rencontré. J'ai acquis une éthique de travail que je ne suis pas sûre d'avoir choisie, mais plutôt héritée de cette soif particulière qui naît de l'injonction répétée à ne jamais être à la hauteur. J'ai travaillé pour une entreprise appelée Vertex Events de 21 à 23 ans. Mon responsable, un certain Philippe, me confiait toutes les tâches administratives et minutieuses, laissant aux 2 coordinateurs masculins de l'équipe toutes les opportunités de visibilité et de reconnaissance. Lorsque j'ai soulevé ce point une fois, de manière professionnelle, dans son bureau, il m'a répondu que j'y interprétais peut-être mal ses propos. Quand l'un de ses coordinateurs est parti et que j'ai repris ses comptes, Philippe m'a présenté à un nouveau client comme notre responsable logistique. J'ai souri. J'ai pris des notes. J'ai conservé les comptes pendant 8 mois, jusqu'à ce que j'aie suffisamment de crédibilité auprès de 3 de ses clients pour les emmener avec moi à mon départ. Ce n'était pas de la vengeance non plus. C'était simplement une prise de conscience de la situation dans laquelle je me trouvais, et une décision quant à savoir si je devais y rester. J'ai bâti Meridian avec soin. J'ai recruté avec soin. J'ai choisi mes clients avec soin, non seulement en fonction de leur taille, mais aussi de leur culture. Je voulais travailler avec des personnes qui comprenaient que l'excellence n'a pas de genre. Et j'étais prête à rester une petite structure plus longtemps pour les trouver. Au bout de 3 ans, je n'avais plus besoin de rester mince. Maintenant, laissez-moi vous parler de David. David n'était pas une mauvaise personne. Je tiens à le préciser, car cette histoire ne le présente pas comme un monstre. Il était chaleureux. En réalité, attentif, et de la manière la plus importante qui soit. Il se souvenait de ce que je lui disais, les livres que j'évoquais, les restaurants que je voulais essayer. C'était le genre d'homme qui remarquait votre fatigue avant même que vous ne l'exprimiez. Mais David avait une famille. Et les familles ont une architecture. Des structures de pouvoir. Des hiérarchies qui opèrent en filigrane. Comme une nappe phréatique. Et dans la famille de David, Marcus était le courant. L'élément central autour duquel tout s'articulait. David le savait. Je soupçonne qu'il l'avait toujours su. Je soupçonne aussi qu'une partie de lui, non pas une partie cruelle, mais une partie lasse, avait décidé depuis longtemps que le meilleur moyen de survivre à Marcus était de ne jamais devenir ce vers quoi Marcus se tournait. Après ce dîner, sur le chemin du retour, j'ai attendu. J'attendais de voir si David dirait quelque chose. Je regardais les feux de l'autoroute défiler sur le pare-brise. J'écoutais la radio. J'ai compté 11 sorties avant de me résigner à l'idée qu'il n'y aurait rien. Ton frère a été désagréable ce soir. Ai-je fini par dire. David soupira. C'est juste Marcus, dit-il. Il est comme ça avec tout le monde. Il ne le fait pas exprès. Il ne veut rien dire de mal. Cette phrase. Souvenez-vous-en. Car cette phrase, cette construction particulière, est l'un des indicateurs les plus fiables que je connaisse d'une personne qui a décidé que le confort d'autrui vaut plus que votre dignité. Il ne le pense pas vraiment signifie. J'ai décidé que le coût d'une intervention est supérieur à votre souffrance. Cela signifie. Je vous demande d'accepter la situation en silence, sans compliquer les choses. J'ai dit. D'accord. Non pas parce que c'était acceptable, mais parce que j'en avais fini d'en parler. Je suis rentrée chez moi dans ce silence. Et je suis restée là, imprégnée de ce moment. Et quelque part entre sa sortie et la mienne, quelque chose a basculé. Ce qui était tourné vers la continuité, vers la réussite, vers la patience, a pivoté et s'est orienté vers une nouvelle direction. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas pleuré. En rentrant, je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise à ma table de cuisine avec un carnet. J'ai toujours mieux réfléchi sur papier et j'ai écrit une seule ligne en haut de la page. Que sais-je réellement? Et puis j'ai commencé à écrire. J'ai noté tout ce que j'avais observé pendant ce dîner. Pas les émotions, les faits, la façon dont Marcus se tenait à table, la façon dont il a fait référence à son travail à 4 reprises sans qu'on le lui demande.
La façon dont il parlait des autres en leur présence. Comme s'il était absent. La façon dont sa famille se déplaçait autour de lui. S'adaptait à lui. Riait de ses allées et venues incessantes. J'ai noté ce que David avait dit dans la voiture. J'ai noté ce que je n'avais pas dit de toute la soirée. Et puis j'ai noté une autre chose. À quoi ressemblerait le monde si la vérité était tout simplement visible? Voilà la question. Non pas comment blesser Marcus, ni comment lui faire regretter. Mais, que se passerait-il si la vérité était tout simplement révélée? Si la pièce qu'il s'était construite, avec sa petite fiction bien ficelée de qui j'étais, était remplacée par la pièce qui existait réellement. Que ferait-il à l'intérieur de cette pièce? Je suis allée me coucher. J'ai bien dormi. C'est ce que les gens trouvent toujours étrange quand je le raconte. Mais la décision me semblait juste. Et les décisions justes ne vous empêchent pas de dormir. La première chose que j'ai faite, dans les semaines qui ont suivi, n'a rien ressemblé à quoi que ce soit. J'ai continué à assister aux réunions de famille. Je souriais à Marcus quand je le voyais. Je lui posais des questions sur son travail. Je le laissais parler et Marcus parlait toujours. Dès qu'on l'y invitait, et je l'écoutais avec cette attention particulière que la plupart des gens prennent pour de l'admiration, mais qui n'est en réalité qu'une simple collecte d'informations. J'ai appris que Marcus travaillait pour une société appelée Aldren Capital. Que sa spécialité était les acquisitions d'entreprises de taille moyenne. Qu'au cours des 18 derniers mois, il s'était préparé à devenir associé principal. Que la personne qui se dressait entre lui et cet associé était une directrice générale nommée Élise Rantwell, qu'il qualifiait, toujours avec un petit sourire prudent, de femme très consciencieuse. J'ai appris que Marcus siégeait au conseil d'administration d'une association caritative de taille moyenne qui organisait un gala annuel de grande envergure. Ce gala était considéré comme un événement mondain important dans certains milieux. Ces 3 dernières années, il avait été organisé par une société appelée Prestige Collective, qui a cessé ses activités il y a 8 mois. Le gala aurait lieu dans 4 mois. L'association caritative était toujours à la recherche d'une société événementielle pour prendre en charge l'événement. Maintenant, je voudrais faire une pause un instant, car je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez que c'était prévu, que j'avais orchestré ce moment depuis le début. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. En réalité, j'avais décidé d'être observateur, de rester dans la pièce suffisamment longtemps pour la comprendre. Et la pièce, de par sa nature, a fini par me révéler une porte. Je n'ai pas postulé pour le gala de Marcus. J'y suis allée parce que Meridian était l'entreprise idéale pour cet événement véritablement. Objectivement, et parce que j'avais appris que dans la plupart des cercles de pouvoir, la chose la plus efficace à faire est tout simplement d'avoir des compétences incontestables. J'ai demandé à mon directeur du développement commercial de contacter le comité événementiel de l'association. Je lui ai demandé de présenter notre portefeuille d'activités. Le sommet pharmaceutique, les 3 conférences technologiques et le dîner de gala pour une fondation privée que nous avions organisé à Copenhague 2 ans auparavant. Je lui ai demandé d'inclure des témoignages, des données sur l'exécution budgétaire et un bref exposé de notre cadre de développement durable. Car je savais, de par les propres propos de Marcus, que le nouveau président de l'association était très attaché à la crédibilité environnementale. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel. Il voulait se rencontrer. La réunion se tenait dans les bureaux de l'association caritative, un espace propre et calme du quartier financier, avec 2 grandes fenêtres et un excellent café. Le comité était composé de 4 personnes. Le président, 2 administrateurs et la responsable des événements. Une femme consciencieuse nommée Priya qui posait les meilleures questions. J'ai présenté seule. J'avais proposé de venir avec mon équipe. Mais j'avais le sentiment, ce genre de sentiment qu'on acquiert après des années de lecture de dossiers, que ce comité voulait voir la personne. L'entreprise. Il voulait comprendre le raisonnement qui sous-tendait le portefeuille. La réunion a duré 90 minutes. Elle était censée durer 45 minutes. À la fin de la réunion,
Le président a déclaré: « Je vais être honnête avec vous. L'un des membres de notre conseil d'administration a recommandé une autre entreprise. Mais je tiens à vous dire que ce que vous nous avez présenté aujourd'hui est exceptionnel. » J'ai demandé, sur un ton professionnel, qui m'avait recommandé l'autre entreprise. Elle marqua une pause. Puis elle dit: « Marcu Webb. » J'ai gardé le visage parfaitement immobile. J'apprécie cette transparence, ai-je dit. Et puis je n'ai plus rien dit à ce sujet. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas de mon fait. Je tiens à être très précis sur ce point, car la distinction est importante. Ce qui s'est produit était la conséquence naturelle d'événements déjà enclenchés, des événements que je n'avais pas provoqués, mais dans lesquels j'avais simplement choisi de ne pas intervenir. Marcu recommanda Peak Events, une petite entreprise récemment créée et dirigée par un ami d'université. Leur portfolio était convenable, voire bon. Mais leur budget de production de 2,3 millions de dollars n'était pas à la hauteur. Ils n'étaient pas non plus parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales. Le comité a examiné les deux propositions. Ils ont choisi Meridian. Ils ont informé Marcu par courriel. Je le sais parce que David l'a mentionné lors d'un dîner. 3 semaines plus tard, un dîner plus intime. Juste nous deux. Dans un restaurant que j'aimais bien. Et il a dit: « Marcu est un peu contrarié. Apparemment. Une histoire de charité. Tu n'en sais rien. Par hasard. » Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. J'ai pris une gorgée d'eau. Je dirige une entreprise événementielle. Ai-je dit? Nous soumissionnons pour des événements. Il m'a regardé un instant. Puis il a ri, un peu gêné, et a changé de sujet. Et ce n'était même pas le début. Voici ce que je savais d'Aldren Capital, la société où travaillait Marcu. Je savais qu'au cours des 2 dernières années, il s'était développé de manière agressive dans un secteur exigeant une parfaite maîtrise de la réglementation. Je savais également que leurs services de conformité avaient été pointés du doigt, pas publiquement, pas encore, mais dans les conversations du secteur, dans le langage confidentiel des spécialistes, pour des irrégularités de procédure concernant 2 de leurs acquisitions d'entreprises de taille moyenne. Je le savais parce que je fréquente des endroits où Marcu serait surpris de me voir. Pendant que Marcu, à table, décidait que je ne représentais rien. J'étais en réunion avec des gens qui savent ce genre de choses et qui le disent ouvertement. Car ils ont décidé que je suis le genre de personne à qui il vaut la peine de les dire. Je n'ai pas divulgué ces informations. Je n'ai passé aucun appel. Je n'ai écrit aucune lettre. J'ai simplement présenté 2 personnes qui se connaissaient déjà plus ou moins. Il y a une journaliste, que j'appellerai R, qui couvre les services financiers pour une publication qui, sans être la plus importante du secteur, est celle que les professionnels du secteur lisent réellement. R et moi nous étions rencontrés lors d'une conférence 2 ans auparavant. Nous étions restés en contact, de façon assez informelle. Elle travaillait sur un article concernant la culture de la conformité dans les entreprises d'acquisition de taille moyenne. Un sujet dont elle m'avait parlé autour d'un café 6 semaines avant la réunion du comité caritatif. Et il y a un consultant en conformité, que j'appellerai T, qui avait travaillé avec l'un de nos clients pharmaceutiques et qui, au cours de cette mission, avait développé une opinion détaillée sur l'état des pratiques de diligence raisonnables dans plusieurs entreprises, dont une dont le nom commençait par A. J'ai présenté R et T lors d'un déjeuner professionnel que j'organisais chaque trimestre. Ce déjeuner n'avait aucun lien avec Marcu. Je l'organisais depuis 4 ans. R et T figuraient tous 2 sur la liste des invités pour des raisons parfaitement légitimes et distinctes. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre parce que le plan de table les y plaçait. J'ai placé le plan de table. La conversation qu'elles ont eue leur était propre. Les conclusions que R en a tirées lui appartenaient. L'article qu'elle a publié 6 semaines plus tard, une analyse minutieuse et documentée de la culture de conformité au sein de 3 sociétés d'acquisition de taille moyenne, dont Aldren Capital était entièrement son œuvre. Marcu n'était pas nommé dans l'article. Je tiens à être précis.
Il n'était pas nommé. C'est le cabinet qui l'était. Les pratiques mises en cause l'étaient également. Les transactions qu'Aldren avait structurées de manière à justifier un examen plus approfondi étaient documentées avec une précision telle qu'il est difficile de nier les faits. Le partenariat de haut niveau que Marcu ambitionnait de construire a été discrètement suspendu le temps que le cabinet procède à un examen interne. Je l'ai appris de David, qu'il a lui-même entendu de Marcu, lequel a appelé David, apparemment en détresse, tard un mardi soir. David m'a parlé de l'appel le lendemain matin. Il était prudent, comme on l'est quand on ne sait pas ce qu'on dit. Il a dit que Marcus semblait perturbé. Il a évoqué le timing. J'ai écouté. J'ai dit que ça avait l'air stressant. David me regarda à nouveau, avec ce regard si particulier, un regard scrutateur. Légèrement incertain. Comme un homme qui soupçonne avoir manqué quelque chose, mais qui n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je ne l'ai pas aidé à le localiser. Maintenant, je dois vous parler du gala lui-même. L'événement s'est déroulé un vendredi soir de novembre, dans un entrepôt victorien reconverti que nous avions transformé, et j'utilise ce mot intentionnellement en un lieu que plusieurs invités m'ont décrit par la suite comme le plus bel événement auquel ils avaient assisté depuis des années. Le plafond était drapé d'un tissu sombre et illuminé par des centaines de suspensions lumineuses dont la couleur changeait lentement tout au long de la soirée. D'un ambre chaleureux pour la réception, à un bleu profond pendant le programme, puis à un blanc doux et chaleureux pour le dîner. Les tables étaient dressées avec précision. La gestion des intervenants était impeccable. La production technique s'est déroulée sans le moindre accroc. J'y suis restée toute la nuit. Bason seul. J'y suis rarement lors de nos événements. J'étais dans la régie. Et je gérais la soirée avec cette concentration tranquille qui, à mon sens, est l'expression la plus authentique de mon travail. L'endroit où toute la planification s'efface et où seule l'expérience que nous avons créée devient visible. Marcu était là. Bien sûr qu'il était là. Il était membre du conseil d'administration. Il est arrivé avec sa femme, une femme que j'avais rencontrée une fois. Brièvement. Qui semblait sincèrement gentille et un peu fatiguée, et 2 collègues de la firme qui, si j'ai bien compris, étaient approchés en tant que donateurs potentiels. Je l'ai observé un instant, depuis la zone de production à son arrivée. Il avait bonne mine. Calme. Le genre de calme qui a un prix. Il ne m'a pas vu. Pas au début. La présidente de l'association a prononcé le discours de bienvenue. Elle a remercié le comité et les sponsors. Puis, avec la chaleur et la sincérité qui la caractérisent, elle a déclaré que rien de tout cela n'aurait été possible sans le travail remarquable de Meridian Events et de sa fondatrice, Léla Rouzet, qui avait transformé ce gala en un événement dont l'association serait fière pendant des années. Elle a prononcé mon nom clairement. Dans une salle de 400 personnes. J'étais debout à l'orée de la salle, près de l'entrée de la production. Je l'ai entendu le dire. J'ai vu plusieurs personnes, aux tables les plus proches, se retourner. Et j'ai vu Marcus se retourner. Il se retourna lentement. Comme on se retourne quand on ne sait pas ce qu'on va voir. Et puis il me vit. Debout, vêtu d'une robe noire, oreillette dans les oreilles, tablette à la main, parfaitement à l'aise dans la pièce que j'avais aménagée. Pendant un instant, juste un instant, rien ne bougea sur son visage. Et puis quelque chose s'est produit. Quelque chose que j'ai reconnu. Car je l'avais déjà vu chez d'autres personnes. Dans d'autres pièces. La réaction particulière d'un visage qui réalise, très discrètement, que l'histoire qu'il avait racontée sur quelqu'un d'autre était fausse. Complètement. Totalement. Indéniablement fausse. J'ai soutenu son regard pendant exactement 2 secondes. Je me suis alors retourné vers ma tablette. Car il y avait un signal lumineux dans 4 minutes, et mon équipe devait être prête. C'était tout. C'était tout le moment. Pas de confrontation. Pas de discours. Pas de victoire visible. Juste la pièce. Et ce qu'elle lui montrait. À la fin de la soirée, alors que les invités partaient, la présidente de l'association caritative m'a trouvé.
m'a prise dans ses bras et m'a dit, avec une pointe d'émotion, ce à quoi je ne m'attendais pas, que son défunt mari avait fondé cette association, il y a 20 ans, et qu'elle ne l'avait jamais vu ainsi honoré depuis son époque. Je l'ai remercié. Et je le pensais vraiment. Marcu est parti sans me parler. Sa femme est passée me voir en partant. Elle a dit : « Je ne sais pas si vous connaissez mon beau-frère. Mais lui, visiblement, ne vous connaissez pas. » Elle a souri sans méchanceté et s'est éloignée avant que je puisse répondre. Dans les mois qui suivirent, plusieurs choses se produisirent. L'organisme de bienfaisance a renouvelé son partenariat avec Meridian pour le gala de l'année suivante et nous a présenté 2 de leurs organisations homologues, qui sont toutes 2 devenues clientes. L'audit interne chez Aldren Capital a entraîné le départ de 2 cadres supérieurs et une restructuration de leurs services de conformité. Marcu est resté au sein de l'entreprise, mais les discussions concernant son éventuelle nomination comme associé principal n'ont pas repris. Si j'ai bien compris, il a été réaffecté à une équipe moins importante. David et moi avons rompu en janvier. Pas précisément à cause de tout cela. Ou pas seulement à cause de cela. Mais parce que, durant ces mois, j'avais pris conscience très clairement de la manière dont David avait choisi de gérer sa famille et sa vie. Toujours en esquivant les problèmes. Toujours en s'accommodant des autres. Toujours en choisissant la voie de la paix au détriment de la dignité d'autrui. Et j'avais décidé que je ne voulais plus être l'une de ces personnes. Il était surpris. Il a dit qu'il ne s'y attendait pas. Je l'ai cru. Certaines personnes, en revanche, ne le croient vraiment pas. Je lui souhaitais bonne chance. Et je le pensais vraiment. La dernière fois que j'ai vu Marcu, c'était lors d'un dîner professionnel, sans aucun lien avec tout cela. Comme c'est souvent le cas une fois que les choses sont terminées, environ 8 mois après le gala. Il était là avec des collègues. J'y étais avec mon directeur du développement commercial et 2 clients. Il m'a aperçu de l'autre côté de la pièce. Il s'est approché. Je veux vous raconter exactement ce qui s'est passé, car je pense que c'est la fin la plus fidèle à cette histoire. Il s'approcha, tendit la main et dit, avec la prudence particulière d'un homme qui construit une phrase en temps réel : « Je crois que je vous ai sous-estimé. » Je lui ai serré la main. Je l'ai regardé avec, je l'espère, le même calme précis que j'avais affiché tout au long de cette année. La plupart des gens le font, ai-je dit. Puis je me suis retourné vers mes clients, car nous parlions de quelque chose d'intéressant. Et je n'étais pas disposé à consacrer le reste de la soirée à un homme qui en avait déjà assez pris. Voici ce que je veux que vous sachiez, ou que vous soyez en ce moment. Ce que Marcu m'a dit lors de ce premier dîner peu d'enjeu. Personne ne comptant vraiment sur toi ne me concernait pas. Je l'ai compris. Même à ce moment-là. Dans la partie de moi suffisamment calme pour observer sans réagir. Cela le concernait lui. Cela concernait la construction d'un homme qui avait bâti son identité sur une hiérarchie l'obligeant à placer les autres en dessous de lui pour se sentir en sécurité au sommet. Ces gens-là ne sont pas dangereux parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils sont fragiles. Car le récit qu'ils tiennent exige un entretien constant, une confirmation permanente que la hiérarchie est bien réelle, que ceux qui sont en dessous de le sont réellement. J'ai simplement cessé de participer à l'histoire. Je ne l'ai pas contesté. Je ne me suis pas opposé à lui. Je n'ai pas cherché à le démanteler. Je me suis simplement éloigné de lui. J'ai continué mon travail, de manière plus visible. J'ai occupé les postes pour lesquels j'étais qualifié, de façon plus affirmée. J'ai mis en relation des personnes qui, de toute façon, finiraient par se rencontrer et laisser l'histoire s'effondrer sous son propre poids. Car c'est ce que font les histoires construites sur de fausses prémices lorsqu'elles ne sont plus activement protégées. J'y pense parfois. À toute l'énergie que Marcu a déployée pour protéger cette histoire. À toute l'énergie que j'ai dépensée pour que les autres se sentent à l'aise avec qui j'étais. À toute cette énergie que j'ai dépensée pour me faire plus discrète. Pour tergiverser. Pour introduire des préambules. Pour m'excuser d'occuper l'espace que j'avais mérité. Je ne fais plus ça. Non pas à cause de Marcu.
Il n'était que la version la plus récente de quelque chose de bien plus ancien. Mais parce qu'il y a une fatigue particulière à porter une version diminuée de soi-même pendant si longtemps qu'on finit par la déposer. Et une fois déposée, on ne se souvient plus vraiment pourquoi on la portait. Je m'appelle Léla. J'ai 31 ans. Je dirige une entreprise qui génère un chiffre d'affaires annuel à 8 chiffres. J'ai pris la parole devant des publics sur 3 continents. J'ai bâti une structure qui emploie 22 personnes, pour la plupart exceptionnelles, et toutes conscientes de l'importance de notre travail. Et la nuit où un homme, à table, a décidé que je ne représentais pas un enjeu important, c'est cette nuit-là que j'ai décidé de lui donner raison. Pas à propos de moi. À propos des enjeux.